quand j'ai gagné 2,5 millions d'euros à la loterie, mes parents ont essayé de me forcer à en donner la moitié à leur fille préférée. J'ai refusé. Le lendemain matin, j'ai été choqué de les voir brûler mon chèque de loterie. Ils ont dit, si tu ne veux pas partager, tu n'auras pas un centime. J'ai éclaté de rire, parce que le chèque qu'ils brûlaient était en fait. Je m'appelle Mackenzie, j'ai 34 ans, et le mois dernier, je suis devenu millionnaire du jour au lendemain, grâce à un ticket de loterie acheté sur un coup de tête. Quand j'ai refusé de donner la moitié à ma sœur Brooke, l'enfant chéri de mes parents, tout a dégénéré. Rien ne m'avait préparé à entrer dans mon appartement, et à trouver ma mère en train de brûler mon chèque de loterie, tandis que mon père déclarait froidement, « Si tu ne partages pas, tu n'auras pas un centime. » Mais leurs visages satisfaits se sont transformés en choc, quand j'ai éclaté de rire. Avant de vous dire pourquoi, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton d'abonnement et installez-vous bien, car ce drame familial comporte un rebondissement qu'ils n'ont jamais vu venir. Grandir dans notre maison de banlieue de classe moyenne, en Ohio, n'était pas exactement l'enfance parfaite que l'on voit dans les séries télévisées. Dès l'instant où ma sœur Brooke est née, quand j'avais 6 ans, il est devenu douloureusement évident, qui était l'enfant préféré. Alors que la plupart des parents essaient de cacher leurs préférences, les miens ne se sont jamais embarrassés de tels faux-semblants. Quand Brooke voulait des cours de danse, il trouvait l'argent. Quand j'avais besoin d'une calculatrice graphique pour mes cours de mathématiques avancées, je devais faire des heures supplémentaires, à l'épicerie locale. Les œuvres d'art de Brooke étaient fièrement exposées partout dans la maison, tandis que mes réussites scolaires étaient accueillies par de simples hochements de tête distraits. C'est bien, Mackenzie, mais as-tu vu ce que Brooke a fabriqué aujourd'hui? Ne vous méprenez pas, mes parents n'étaient pas des monstres. Ils subvenaient à mes besoins de base, et montraient occasionnellement un intérêt sincère pour ma vie, mais le déséquilibre était constant, et indéniable. En grandissant, le schéma s'est poursuivi. Brooke a abandonné l'université pour se trouver, et mes parents l'ont soutenu financièrement à travers 3 spécialisations différentes, et 5 changements de carrière. Pendant ce temps, j'ai travaillé pendant mes études, j'ai conservé une bourse, et j'ai quand même obtenu mon diplôme avec une dette étudiante substantielle. À l'aube de mes 30 ans, j'avais construit une vie correcte. J'avais un emploi stable comme coordinatrice marketing, pour une entreprise de santé, un petit appartement d'une chambre confortable, et assez d'économies pour m'offrir occasionnellement un dîner au restaurant, ou un voyage le week-end. Je n'étais pas riche, loin de là, et mes prêts étudiants consommaient une part importante de mon budget mensuel, mais j'étais fier de mon indépendance. Ce mardi-là a commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence, en rentrant du travail, calculant mentalement combien je pouvais me permettre de mettre dans le réservoir jusqu'au jour de paie. Au moment de payer, sur une impulsion, j'ai ajouté un ticket de loterie à mes achats. Je jouais rarement, peut-être 2 ou 3 fois par an, quand le jackpot faisait la une des journaux. Mais ce jour-là, quelque chose m'y a poussé. On ne sait jamais, n'est-ce pas, m'a dit le caissier en me tendant le ticket avec un sourire. La foudre doit bien frapper quelque part, ai-je répondu en riant, glissant le ticket dans mon portefeuille sans trop y penser. Le soir même, j'ai réchauffé des restes de pâtes, tout en faisant défiler les réseaux sociaux devant la télé. Le tirage de la loterie a commencé, et je me suis souvenu de mon ticket. Je l'ai sorti, m'attendant à la déception habituelle, espérant peut-être deviner un seul numéro si j'avais de la chance. Le premier numéro correspondait, puis le deuxième. Au troisième, je me suis redressé, le cœur commençant à battre la chamade. 4e numéro, 5e numéro. Quand le dernier numéro a correspondu, j'ai littéralement arrêté de respirer. J'ai vérifié, et revérifié les chiffres, convaincu de mal lire, mais ils étaient là, les 6 numéros. Selon le présentateur, le jackpot était de 200 000 €. Je suis resté assise dans un silence de stupeur pendant près de 30 minutes, regardant alternativement le ticket et la télévision. Finalement, j'ai pris une photo du ticket, je l'ai placé dans un sac de congélation, et je l'ai glissé dans mon exemplaire de Orgueil et Préjugés sur mon étagère, l'endroit le plus sûr que je pouvais imaginer à ce moment-là. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel. « Tu dois venir tout de suite, et je ne plaisante pas, je n'exagère pas, ai-je réussi à dire. Rachel est arrivée 20 minutes plus tard, visiblement inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien ?» Sans un mot, je lui ai montré le ticket, et les numéros que j'avais notés pendant l'émission. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés.
Mackenzie, c'est incroyable. Est-ce que c'est vrai? Ai-je demandé d'une petite voix. Peux-tu revérifier les chiffres? J'ai peur d'halluciner. Elle a sorti son téléphone, a cherché les numéros gagnants, et les a comparés à mon ticket. C'est vrai. Mackenzie, tu viens de gagner 500 000 euros. Cette nuit-là fut un tourbillon d'incrédulité, d'exaltation et de peur. Rachel est restée dormir, et nous avons discuté jusqu'à l'aube des possibilités, de ce que cela pourrait signifier pour ma vie. Pour la première fois, je pouvais rembourser entièrement mes dettes. Je pouvais acheter une maison, pas n'importe laquelle, mais une belle demeure avec un jardin. Je pouvais investir, voyager, donner à des causes qui me tenaient à cœur. Le lendemain matin, j'ai posé un jour de congé maladie, et j'ai contacté la commission de loterie de l'État. Ils ont confirmé que je devais me rendre à leur siège, pour vérifier le ticket et commencer le processus de réclamation. Rachel m'a conduite, car j'étais trop nerveuse pour prendre le volant. Au bureau de la loterie, les officiels ont vérifié mon ticket et mon identité, m'ont expliqué le processus, et m'ont informé de mes options, un paiement forfaitaire immédiat, moins élevé après impôt, ou des versements annuels sur plusieurs années. Ils ont également organisé une séance photo avec un énorme chèque de cérémonie, tout en précisant que les fonds réels seraient traités par leur département financier, et prendraient environ 2 semaines. Alors que je posais pour les photos avec le chèque surdimensionné, la réalité a enfin commencé à s'imposer. Ma vie venait de changer à jamais, en un instant. Mais je n'avais aucune idée de la façon dont cela allait mettre mes relations à l'épreuve, et révéler des vérités sur ma famille, des vérités que j'avais toujours soupçonnées, mais que je n'avais jamais voulu confirmer. Une fois la vérification initiale terminée, et les photos de cérémonie prises, je suis rentré chez moi avec un dossier plein de documents, une copie du chèque factice pour mes archives, et la tête qui tournait. Les responsables de la loterie m'avaient fortement conseillé de garder ce gain secret, jusqu'à ce que les fonds soient sécurisés, et que des mesures financières et de sécurité soient en place. Les gagnants se retrouvent souvent assiégés par des parents perdus de vue, des opportunités d'investissement, ou des demandes de charité, m'avait averti la représentante. Réfléchissez bien à qui vous le dites, et quand. Je savais qu'elle avait raison, mais je ressentais aussi une étrange obligation d'en informer ma famille. Malgré notre relation compliquée, ils étaient mes parents. Et malgré le favoritisme, Brooke était ma sœur. Une partie de moi, dont je n'étais pas fier, voulait aussi qu'ils voient que j'avais réussi d'une manière inattendue. Peut-être qu'enfin, ils allaient me remarquer. Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de partager la nouvelle lors du dîner dominical chez mes parents. Une tradition mensuelle que je maintenais plus par devoir que par plaisir. Je suis arrivé tôt, aidant ma mère à préparer le repas, tout en répétant mentalement comment je leur annoncerais. « Tu sembles différente aujourd'hui », a observé ma mère, en m'observant alors qu'elle coupait des légumes. « Il s'est passé quelque chose au travail ?» « On peut dire ça », ai-je répondu, incapable de réprimer un petit sourire. « Mais attendons que tout le monde soit là. » Mon père nous a rejoints, m'interrogeant sur les problèmes de plomberie persistants de mon appartement, des problèmes que je pourrais bientôt laisser derrière moi pour toujours. Quand nous nous sommes assis pour manger, j'ai pris une profonde inspiration. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », ai-je commencé, le cœur battant. Quelque chose d'assez incroyable est arrivé la semaine dernière. J'ai gagné à la loterie. Mes parents m'ont regardé avec incrédulité. « La loterie », a répété mon père. « Genre, 20 euros ?»« Non », ai-je dit, ma voix étant plus assurée que prévu. « La loterie de l'État. J'ai trouvé les 6 numéros. C'est 500 000 euros. » Le silence qui a suivi était profond. Puis, mes 2 parents ont éclaté en exclamations de choc et de félicitations. Ma mère s'est même levée pour m'embrasser, ce qui arrivait rarement dans notre famille. « Oh mon Dieu, Mackenzie ! C'est incroyable », s'est-elle exclamée. « Attends que Brooke apprenne ça. » Et voilà. Il n'avait pas fallu une minute de célébration, avant que le nom de ma sœur ne soit mentionné. Comme par hasard, la porte d'entrée s'est ouverte et Brooke est entrée, élégamment en retard comme d'habitude. Désolé, le trafic était horrible. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ma mère s'est presque précipitée sur elle pour lui annoncer la nouvelle. Mackenzie a gagné à la loterie. 500 000 euros. L'expression de Brooke est passée rapidement de la surprise à l'excitation, puis à quelque chose de plus calculateur.
Elle m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme inhabituel. C'est génial, Mac. On va tellement s'amuser avec ça. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac à l'entendre dire on. Avant que je ne puisse répondre, mon père est intervenu. C'est le moment idéal, en fait. Brooke, parle à ta sœur de ta situation. Brooke a eu au moins la décence d'avoir l'air légèrement gêné. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je suis juste dans une petite impasse financière avec mon entreprise. Son entreprise était sa dernière aventure en date, une boutique en ligne vendant des vêtements de style bohème hors de prix, qu'elle avait lancée 6 mois plus tôt après avoir quitté son emploi. J'avais déjà entendu dire par mes parents que ça ne marchait pas très bien. C'est plus qu'une petite impasse, a corrigé mon père. La dette de carte de crédit s'élève à elle seule à près de 30 000 €. Et puis, il y a le prêt pour le stock. Papa, s'il te plaît, a interrompu Brooke, en lui jetant un regard agacé avant de se tourner vers moi avec un sourire étudié. Mais bon, ce n'est pas important pour l'instant. L'important, c'est ton incroyable nouvelle. Enfin. Si tu pensais à aider la famille, je ne dirais pas non. Je suis resté là, la nourriture oubliée, essayant d'assimiler ce qui se passait. Pas une seule question sur ce que je ressentais. Aucune interrogation sur mes projets ou mes rêves, juste un pivot immédiat vers la façon dont ma fortune pourrait résoudre les problèmes de Brooke. Je n'ai même pas encore reçu l'argent, ai-je dit prudemment. Il y a tout un processus, et je dois parler à des conseillers financiers pour savoir comment gérer tout cela. Mais tu vas aider ta sœur, bien sûr, a lancé ma mère comme si c'était déjà décidé. La famille s'entraide, et avec autant d'argent, tu peux facilement en mettre assez de côté pour éponger les dettes de Brooke, et donner à son entreprise une véritable chance. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Je n'ai pas encore pris de décision. Cela vient d'arriver, et je suis encore en train de digérer tout ça. Qu'y a-t-il à digérer, a demandé mon père, sont-on passant de la célébration à quelque chose de plus dur? Ta sœur a besoin d'aide, et maintenant tu peux la lui apporter. C'est ce que fait la famille. Et mes prêts étudiants, ai-je rétorqué. Et le fait que je vive au jour le jour depuis des années, en essayant de me construire une sécurité? Est-ce que je ne mérite pas de m'occuper d'abord de mes propres besoins? Ne sois pas égoïste, Mackenzie, a dit ma mère, sa voix prenant ce ton déçu que je ne connaissais que trop bien. Ta sœur a une vraie entreprise avec un vrai potentiel. Cela pourrait être sa grande chance. Et qu'en est-il de ma grande chance, ai-je demandé, sentant toute une vie de ressentiment remonter à la surface. Pour une fois dans ma vie, il m'arrive quelque chose d'incroyable, et immédiatement, tout tourne autour de Brooke. L'expression de Brooke est devenue blessée. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Si j'avais gagné, je partagerais avec toi sans hésiter. L'hypocrisie de cette déclaration était presque comique. Quand Brooke avait reçu un héritage de 10 000 € de notre grand-mère, 3 ans plus tôt, elle avait tout dépensé dans des vacances de luxe à Bali, sans même proposer de nous inviter à dîner. Le reste du repas a dégénéré en une conversation tendue, mes parents alternant entre les tentatives de culpabilisation et les exigences à peine voilées. Au moment où je suis parti, la joie de mon gain était totalement gâchée. Au lieu de faire la fête avec ma famille, je suis rentré en voiture, luttant contre des larmes de frustration et de déception. Une fois chez moi, je me suis versé un verre de vin et j'ai appelé Rachel. C'était à ce point-là, a-t-elle demandé après mon récit du désastre. Ils n'ont même pas attendu 5 minutes avant de tout ramener à Brooke, ai-je dit, la voix brisée. Pas une seule question sur ce que cela signifie pour moi, ou sur ce que je voudrais faire de mon propre argent. Je ne suis pas surprise, mais je suis désolé pour toi, a répondu Rachel doucement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une profonde inspiration. Exactement ce que j'avais prévu avant le dîner. Rembourser mes dettes, assurer mon avenir, prendre des décisions intelligentes, et apparemment fixer des limites très fermes avec ma famille. J'étais loin de me douter à quel point ces limites allaient être testées dans les jours qui suivraient. Le lendemain du désastreux dîner de famille, mon téléphone a commencé à sonner à 7h30 du matin. C'était ma mère. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir, a-t-elle commencé sans préambule. Je pense que tu étais juste dépassé par les événements, ce qui est compréhensible, mais maintenant que tu as eu le temps de dormir, je suis sûr que tu vois à quel point il est important d'aider ta sœur. Je me suis pincé l'arête du nez, sentant déjà un mal de tête arriver. Maman, il n'est même pas 8 heures,
et je me prépare pour le travail. On peut en parler plus tard? Qu'y a-t-il à discuter? C'est ce que fait la famille, Mackenzie. Ton père et moi vous avons toujours appris à vous soutenir l'une l'autre. L'ironie de cette déclaration ne m'a pas échappé. Je dois y aller. Nous en reparlerons une autre fois. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et mis mon téléphone en silencieux. J'avais besoin d'espace pour réfléchir calmement, sans cette pression constante. Au travail, j'ai rencontré mon supérieur et j'ai mentionné vaguement que j'aurais peut-être besoin de prendre du temps personnel, dans les semaines à venir, pour régler une situation familiale. Je n'étais pas prête à divulguer mon gain sur mon lieu de travail, d'autant plus que les fonds n'avaient pas encore été transférés. Pendant ma pause déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone, 3 appels manqués de ma mère, 2 de mon père, et un texte de Brooke. Coucou Serette, je voulais juste dire que je comprends tout à fait que tu aies besoin de temps pour digérer tout ça. Pas de pression, mais quand tu seras prête à parler, j'ai quelques tableaux qui montrent exactement ce dont j'ai besoin pour éponger mes dettes et rendre l'entreprise rentable. Je t'aime. Cœur rouge. J'ai refermé le message sans répondre. L'après-midi même, j'ai contacté un conseiller financier recommandé par la commission de la loterie, quelqu'un d'expérimenté dans la gestion de fortune soudaine. Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. Le soir, les appels ont continué. Le message vocal de mon père était particulièrement sec. Mackenzie, ta mère est très contrariée par ton comportement. Nous t'avons mieux élevé que ça. Rappelle-nous immédiatement pour que nous puissions discuter de la façon dont tu vas aider ta sœur. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai fait des recherches sur la planification financière pour les gagnants de loterie, et j'ai noté des questions à poser lors de mon rendez-vous. Le lendemain matin, ma conseillère financière, Madame Thornton, m'a exposé les réalités de mes gains. Après impôt, le montant forfaitaire serait plus proche de 400 000 €. C'était toujours une somme qui changeait une vie, mais ce n'était pas les 500 000 € annoncés. La priorité absolue doit être d'établir un fonds d'urgence, et de rembourser les dettes à taux d'intérêt élevés, m'a-t-elle conseillé. Ensuite, nous pourrons discuter d'investissements diversifiés, pour une croissance et une sécurité à long terme. Quand j'ai mentionné les attentes de ma famille, elle a froncé les sourcils. Malheureusement, c'est très courant avec les gagnants de loterie. Je conseille toujours à mes clients d'établir des limites claires dès le début. Tout cadeau à la famille doit être mûrement réfléchi et documenté officiellement, pour éviter des attentes permanentes. Je suis sorti de son bureau avec un plan financier préliminaire, et une détermination renforcée à protéger ma nouvelle sécurité. Mais ma famille ne me facilitait pas la tâche. Ce soir-là, j'ai reçu un message groupé de ma mère, incluant mon père et Brooke. Nous nous réunissons tous demain soir à 19 h, pour discuter du plan financier de la famille, maintenant que Mackenzie a reçu cette bénédiction. Mackenzie, apporte tous les papiers que tu as pour que nous comprenions les délais. J'ai fixé le message avec incrédulité. L'audace d'organiser une réunion pour un plan financier familial sans même me consulter était stupéfiante. J'ai répondu simplement, je ne viendrai pas. Mes décisions financières ne regardent que moi. La réponse fut immédiate et virulente. Mon père a appelé, comme je n'ai pas répondu, il a laissé un message vocal, ton comportement est totalement inacceptable. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies, en tournant le dos à ta propre sœur quand elle a besoin d'aide. Je suis extrêmement déçu par toi. Le harcèlement a continué tout le jour suivant. Brooke a essayé une approche différente, en envoyant un long texte émotionnel expliquant que son entreprise était son rêve, et qu'avec une petite partie de mes gains, elle pourrait réussir et me rembourser un jour. Pendant ce temps, je suis retourné à la commission de la loterie pour finaliser ma décision de prendre le paiement forfaitaire. J'ai participé à la cérémonie officielle du gros chèque pour leur support de presse, tenant le chèque factice géant sous les flashs des appareils photo. Les responsables m'ont à nouveau rappelé que les fonds réels seraient traités sous 2 semaines. Après la cérémonie, je me suis arrêté à une boîte postale sécurisée que j'avais louée, et j'y ai déposé le chèque de cérémonie, ainsi que des copies de tous mes documents de loterie. Les originaux étaient conservés dans un coffre-fort à ma banque. Je ne prenais aucun risque avec ces papiers importants. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé mes parents et Brooke assis dans leur voiture devant mon immeuble. Mon estomac s'est noué tandis que je me garais et que je m'approchais d'eux à contre-cœur. Nous devons parler, a dit mon père fermement. Puisque tu ne voulais pas venir à nous, nous sommes venus à toi.
J'ai jeté un coup d'œil au parking, consciente que ce n'était pas une conversation que je voulais avoir en public. Très bien, mais je n'ai rien de nouveau à dire. À l'intérieur de mon petit appartement, la tension était palpable. Ma mère a immédiatement commencé à inspecter les lieux avec une désapprobation à peine voilée, tandis que mon père se postait de manière autoritaire au centre du salon. Brooke s'est assise sur le bord de mon canapé, l'air mal à l'aise mais déterminé. Ça a duré assez longtemps, a commencé mon père. Tu as eu le temps de digérer ta chance, et maintenant il est temps de discuter de la façon dont cela va profiter à la famille. Plus précisément, a ajouté ma mère, de combien tu vas donner à Brooke pour éponger ses dettes, et financer correctement son entreprise. J'ai pris une grande inspiration. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai décidé que je devais d'abord assurer mon propre avenir. J'ai des prêts étudiants à rembourser, une retraite à planifier, et des prêts étudiants, a interrompu mon père, incrédule. Tu vas être millionnaire. Qui se soucie des prêts étudiants? Moi, ai-je répondu fermement. J'ai travaillé dur pour payer ces mensualités pendant des années, et l'argent n'est pas aussi élevé que vous le pensez après impôt. Mais c'est quand même bien assez pour aider ta sœur, a insisté ma mère. Brooke s'est penchée en avant. Mac, j'ai seulement besoin d'environ 80 000 € pour tout apurer, et avoir un budget marketing correct. Ce n'est rien comparé à ce que tu reçois. 80 000 €, ce n'est pas rien, ai-je rétorqué. Et que se passera-t-il quand cette somme sera épuisée? Est-ce que tu auras besoin d'une autre injection d'argent dans 6 mois? Ça n'arrivera pas, a insisté Brooke, bien que son regard fuyait le mien. C'est différent cette fois. J'ai juste besoin d'une vraie chance. Comme la vraie chance que tu as eue avec le design graphique, ou la décoration d'intérieur, ou quand tu es devenue instructrice de yoga. Je n'ai pas pu empêcher l'amertume de transparaître dans ma voix. À chaque fois, maman et papa t'ont soutenu financièrement, et à chaque fois tu as abandonné dès que c'est devenu difficile. Ça suffit, a dit mon père d'un ton sec. Ta sœur essaie de construire quelque chose de personnel. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un capital adéquat, que tu possèdes désormais en abondance. C'est une question de responsabilité familiale, Mackenzie. Où était cette responsabilité familiale quand je cumulais 2 emplois pour payer l'université, ai-je demandé, des années de ressentiment explosant enfin. Où était-elle quand j'avais besoin d'aide pour l'apport d'une voiture afin d'aller travailler? Vous avez toujours eu des critères différents pour Brooke et pour moi. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère faiblement. C'est vrai, et nous le savons tous, ai-je dit, la voix tremblante. Pour une fois dans ma vie, il m'arrive quelque chose de bien, et je mérite d'en profiter sans culpabilité ni manipulation. La dispute a duré plus d'1 heure, devenant de plus en plus houleuse. Mes parents sont passés par la culpabilité, la colère, et même des tentatives de négociation. Et si c'était 40 000 € au lieu de 80? Brooke alternait entre le rôle de victime, et des accusations voilées sur mon caractère. Finalement, épuisé émotionnellement, je leur ai demandé de partir. J'ai pris ma décision. Je ne me laisserai pas intimider ni manipuler pour changer d'avis. Le visage de mon père s'est durci. Si c'est là ton attitude, ne t'attends pas à rester un membre de cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais j'ai tenu bon. Si votre acceptation est conditionnée au fait que je doive sacrifier ma sécurité financière, alors c'est peut-être mieux ainsi. Après leur départ, je me suis effondré sur mon canapé, vidé, mais étrangement soulagé. Je m'étais enfin défendu après des décennies à accepter un statut de seconde zone dans ma propre famille. Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. J'ai appelé Rachel et lui ai demandé si je pouvais rester chez elle quelques jours. J'ai besoin de m'éloigner de ma famille, et je ne leur fais pas confiance, ils pourraient revenir. Bien sûr, a-t-elle dit immédiatement. Prépare un sac et viens. Le vin t'attend. En préparant quelques vêtements, j'étais loin d'imaginer à quel point ma méfiance allait s'avérer prophétique. J'ai passé 3 jours relativement paisibles chez Rachel, allant au travail comme d'habitude, mais retournant chez elle plutôt que chez moi. Ma famille a continué sa campagne d'appels et de textos, mais je répondais au minimum, généralement par de simples variantes de « ma décision est définitive ». Le 4e jour, j'ai réalisé que je devais récupérer des documents de travail laissés à mon appartement. Rachel a proposé de m'accompagner, mais elle avait une réunion importante. Ça ira, l'ai-je assuré. Je prends ce dont j'ai besoin et je sors en 10 minutes.
J'ai choisi ma pause déjeuner, pensant que ma famille serait au travail ou occupée. En approchant de ma porte, tout semblait normal. J'ai déverrouillé et je suis entré, sentant immédiatement que quelque chose clochait. Des voix provenaient de mon salon. Je me suis figé, le cœur battant, avant de reconnaître les voix de mes parents. Ils étaient dans mon appartement. Pendant un instant, j'ai envisagé de reculer discrètement pour appeler la police, mais la colère l'a emporté sur la prudence, et je suis entré dans le salon. « Qu'est-ce que vous faites dans mon appartement ?» ai-je exigé. Ma mère et mon père se tenaient près de ma table basse. Entre eux se trouvait une petite poubelle en métal, que je reconnus comme venant de ma cuisine. Des flammes s'élevaient de ce qui ressemblait à du papier. Avec un choc d'horreur, j'ai compris ce qui se passait. Ma mère était en train de brûler ce qui semblait être mon chèque de loterie. Mon père s'est tourné vers moi, l'expression froide et déterminée. « Si tu ne partages pas, tu n'auras pas un centime. » Je me suis précipité en avant, mais le mal était déjà fait. Le papier n'était plus que cendre, les flammes dévorant le peu qu'il restait. Ma mère a reculé, un regard de satisfaction sinistre sur le visage. « Maintenant, nous pouvons discuter d'un arrangement équitable, » a-t-elle dit. « Tu vas devoir refaire une demande pour le prix. » Je les ai dévisagés avec un choc immense, mon esprit essayant d'analyser ce qui venait de se passer. Comment étaient-ils entrés? Que avaient-ils brûlé exactement? Et surtout, pensaient-ils vraiment que cela fonctionnerait? Comment êtes-vous entré dans mon appartement, ai-je réussi à demander, ma voix étant étonnamment calme, malgré l'adrénaline qui me parcourait. Nous avions toujours le double de la clé, que tu nous avais donnée l'année dernière quand tu avais la grippe, a répondu mon père, tout naturellement. Tu ne l'as jamais réclamé. La violation de mon espace, la nature calculée de leurs actions. C'était presque trop à comprendre. Et pourtant, alors que le choc initial commençait à s'estomper, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à rire. Cela a commencé par un petit gloussement, et s'est rapidement transformé en un rire aux éclats. Mes parents ont échangé des regards confus, manifestement pas préparés à cette réaction. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a exigé ma mère. « Tu crois que c'est une blague ?» J'ai lutté pour reprendre mon souffle, en essuyant les larmes de mes yeux. « En fait, oui. C'est hilarant. »« Tu as perdu la tête ?» a dit mon père, son assurance commençant à vaciller. « Non, je viens enfin de voir les choses clairement, » ai-je répondu, mon rire s'apaisant, mais un sourire restant sur mon visage. « Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le vrai chèque de la loterie ?» Maintenant, c'était à leur tour d'avoir l'air confus. Ma mère a jeté un coup d'œil au reste fumant, dans la poubelle. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous avons vu les photos en ligne, sur le site de la commission de loterie. On te voit tenir le chèque. Ce chèque géant est un accessoire pour les photos, ai-je expliqué, sentant un calme étrange m'envahir. Ce n'est pas le mode de paiement réel. Aucune commission de loterie ne remet de vrais chèques de millions d'euros comme ça. Leurs expressions ont commencé à passer de la confusion à l'incertitude. Le paiement réel est traité par voie électronique, ai-je continué. Ce que vous venez de brûler n'était qu'une copie commémorative que j'ai reçue en souvenir. Cela n'a absolument aucune valeur monétaire. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon père, toujours prompt à s'emporter quand on le défie, a secoué la tête. Tu mens. Tu dis ça seulement parce qu'on l'a détruit. En réponse, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails, tournant l'écran vers eux pour montrer un message de la commission de la loterie, confirmant que mon transfert électronique de fonds était en cours de traitement. L'argent sera déposé directement sur un compte que j'ai ouvert spécifiquement à cet effet, ai-je dit calmement. Il n'y a jamais eu de vrai chèque à brûler. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mes parents sont restés figés, réalisant que leur manipulation avait échoué. Enfin, ma mère a pris la parole, sa voix étant devenue petite et soudainement conciliante. Mackenzie, nous essayons juste de vous introduire par effraction dans mon appartement, et de détruire ce que vous pensiez être ma sécurité financière, ai-je fini pour elle. Oui, je vois très bien. Tu exagères les choses, a tenté mon père, reprenant son ton autoritaire. Nous sommes tes parents. Nous essayons juste de te ramener à la raison, en commettant une violation de domicile, et une tentative de destruction de biens. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Avez-vous la moindre idée de la folie de vos propos? Juste à ce moment,
la porte d'entrée s'est ouverte et Brooke est entrée, portant un sac de nourriture à emporter. Elle s'est arrêtée net en me voyant. « Oh, tu es là !» Elle a regardé nerveusement entre moi et nos parents. J'apportais juste le déjeuner pour maman et papa, pendant qu'ils te parlaient. Pendant qu'ils s'introduisaient illégalement chez moi, et essayaient de détruire ce qu'ils pensaient être mon chèque de loterie, ai-je corrigé, en voyant ses yeux s'écarquiller. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, a-t-elle protesté rapidement. Ils ont juste dit qu'ils allaient attendre, pour qu'on puisse tous discuter à nouveau. Qu'elles disent la vérité ou non n'avait plus d'importance. Le fait que l'un d'entre eux ait pensé qu'il était acceptable d'entrer chez moi sans permission en disait long. Vous devez tous partir, maintenant. Ma voix était stable, mais d'une fermeté absolue. Mackenzie, s'il te plaît, a commencé ma mère, d'un ton suppliant. Nous avons fait une erreur. Nous étions juste tellement inquiets que la famille se déchire à cause de l'argent. Non, ai-je rétorqué. Vous avez peur de perdre l'accès à de l'argent, auquel vous estimez avoir droit. Il y a une différence. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a commencé mon père. C'est exactement ça le problème, les jeux interrompus. Vous vous êtes convaincu d'avoir fait tant de choses pour moi, alors qu'en réalité, je me débrouille seul depuis mon adolescence. Vous n'avez aucun droit sur mes gains de loterie, et vos actions d'aujourd'hui m'ont montré exactement qui vous êtes. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Partez maintenant, ou j'appelle la police pour signaler une violation de domicile. À vous de choisir. Ils ont ramassé leurs affaires dans un silence de mort. Au moment où Brooke passait devant moi, elle a marqué une pause. Ce n'est pas juste. Tu es cruel. Non, Brooke, ai-je répondu doucement. La cruauté, c'est d'attendre de quelqu'un qu'il sacrifie sa sécurité financière, pour financer ta série d'entreprises ratées. La cruauté, c'est de soutenir des parents qui s'introduisent chez leur fille pour détruire ses biens. Tu as toujours été la préférée, et tu en as profité toute ta vie. Ça s'arrête aujourd'hui. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé un serrurier pour changer mes verrous, et j'ai commencé à chercher des systèmes de sécurité. J'ai aussi appelé Rachel pour la mettre au courant. Ils ont fait quoi, s'est-elle exclamée. C'est de la folie. Tu vas bien? Étrangement, oui, ai-je répondu, en inspectant mon appartement. Je pense que cela devait arriver. L'illusion est dissipée maintenant. Je les vois clairement tels qu'ils sont, et c'est en fait libérateur. Cette nuit-là, j'ai reçu une avalanche de messages de la famille élargie oncles, tantes, cousins et exprimant tous leur inquiétude face à la rupture familiale, et m'exhortant à reconsidérer ma position dure envers mes parents et ma sœur. Manifestement, ma famille avait été occupée à diffuser sa propre version des faits. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mes cartons. J'avais déjà donné mon préavis pour l'appartement, et j'avais trouvé une location à court terme dans un immeuble sécurisé avec gardien, à l'autre bout de la ville. Personne dans ma famille ne connaissait l'adresse, et j'avais l'intention de garder cela ainsi. En fermant le dernier carton, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. L'argent n'était pas encore arrivé sur mon compte, mais je vivais déjà une richesse d'un autre genre, la richesse de la clarté, et le luxe de me faire enfin passer en priorité. Le lendemain de l'incident du chèque brûlé, j'ai pris un jour de congé pour régler plusieurs affaires importantes. Tout d'abord, j'ai rencontré un avocat recommandé par ma conseillère financière, pour discuter de la légalité des actions de ma famille, et de la façon de me protéger à l'avenir. La violation de domicile est une infraction pénale, a expliqué l'avocate, Madame Patterson. Tout comme la destruction de propriété, même si ce qu'ils ont détruit n'était finalement qu'un souvenir. Je ne veux pas forcément porter plainte, ai-je dit, encore partagé malgré tout. Je veux juste qu'ils me laissent tranquille. Une ordonnance d'éloignement pourrait alors être appropriée, a-t-elle suggéré, et je recommanderais de tout documenter, au cas où leur comportement s'aggraverait. Ensuite, je me suis rendu à la banque où j'avais ouvert le compte pour mes gains. La directrice m'a assuré que toutes les mesures de sécurité étaient en place, y compris l'obligation d'une identification en personne pour toute transaction. Nous avons déjà travaillé avec des gagnants de loterie, a-t-elle expliqué. Votre compte bénéficie de nos protocoles de sécurité les plus élevés. Personne ne peut y accéder sans votre présence physique, et plusieurs formes de pièces d'identité. Par précaution finale, j'ai contacté la commission de la loterie pour les alerter du comportement de ma famille. Malheureusement,
cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, a dit le représentant avec sympathie. Soyez assurés que nous ne discuterons de vos gains avec personne d'autre que vous, quel que soit le lien de parenté revendiqué. Avec ces protections en place, je suis retourné dans mon appartement pour finir d'emballer mes affaires pour le déménagement du lendemain. Alors que je triais mes objets, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Allô » ai-je répondu prudemment. « Mackenzie, c'est tante Hélène. » La sœur de ma mère avait toujours été une sorte de partie neutre dans la dynamique familiale, n'encourageant pas le favoritisme de mes parents, mais ne s'y opposant pas activement non plus. « Tante Hélène » ai-je répondu, sur la défensive. « J'imagine que tu as entendu une version des événements récents. »« J'ai entendu la version de ta mère » a-t-elle confirmé. « Mais je connais ta mère depuis toujours, donc je sais lire entre les lignes. » Que s'est-il réellement passé? Quelque chose dans sa voix, une inquiétude sincère et sans jugement, m'a poussé à tout lui raconter, du gain à la loterie jusqu'à l'effraction, et au chèque brûlé. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. « Ils sont entrés chez toi et ont brûlé ce qu'ils croyaient être ton chèque ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix mêlant horreur et incrédulité. « Oui » ai-je confirmé. Et il semblait sincèrement croire que cela me forcerait à partager l'argent avec Brooke. « Grand Dieu » a-t-elle murmuré. « Je savais que ta mère pouvait être théâtrale, mais là, c'est un comportement criminel. » L'ironie, c'est qu'il n'y a jamais eu de vrai chèque à brûler, ai-je expliqué. La loterie ne fonctionne pas comme ça. Le chèque géant n'est que pour la publicité. Le vrai paiement est électronique. Tante Hélène a laissé échapper un petit rire incrédule. Donc, ils ont commis un crime pour absolument rien du tout. Essentiellement, oui. Malgré tout, je me suis surprise à sourire de l'absurdité de la situation. J'imagine la tête qu'ils ont dû faire quand je leur ai expliqué ça. Je n'ose même pas imaginer, a-t-elle dit. Écoute, Mackenzie, je suis désolé que cela t'arrive, et je suis désolé que ton gain soit entaché par toute cette laideur. Tu mérites de profiter de ta chance sans ce mélodrame. Sa compréhension était inattendue et touchante. Merci, tante Hélène. Ça me touche beaucoup. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, ta mère appelle tout le monde dans la famille, pour essayer de rallier les gens à sa cause. Mais après avoir entendu ce qui s'est réellement passé, je pense que la plupart d'entre nous seront horrifiés par leur comportement. Le lendemain, alors que des déménageurs professionnels chargeaient mes meubles dans leur camion, mon téléphone s'est remis à sonner sans arrêt. C'étaient mes parents. Après le 5e appel en 10 minutes, j'ai fini par répondre. « Qu'est-ce que vous voulez » ai-je demandé, à bout de patience. « Nous devons parler » a dit mon père, d'un ton nettement moins autoritaire que d'habitude. « Ta mère et moi avons discuté, et nous réalisons que nous avons peut-être surréagi. » Surréagi, ai-je répété, incrédule. « Vous vous êtes introduit chez moi pour détruire ce que vous pensiez être ma sécurité financière. Ce n'est pas une surréaction. C'est un acte criminel. » Nous étions bouleversés, est intervenue ma mère, manifestement en haut-parleur. Nous ne réfléchissions pas clairement. Mais nous sommes tes parents, Mackenzie. Nous pouvons sûrement passer outre ce malentendu. Ce n'était pas un malentendu, ai-je corrigé. Un malentendu, c'est quand on se comprend mal sur l'heure d'un dîner. Ce que vous avez fait était délibéré et calculé. Le fait est, a interjeté mon père, que nous voulons nous excuser et repartir sur de nouvelles bases. La famille est plus importante que l'argent. Je suis tout à fait d'accord, ai-je répondu. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai été si choqué de voir que vous étiez prêt à détruire notre relation, pour de l'argent qui n'est même pas le vôtre. Un silence inconfortable s'est installé avant que ma mère ne reprenne la parole. Brooke est très malheureuse. Elle a l'impression que tu l'as punie pour nos actes. J'ai soupiré, regardant les déménageurs sortir le dernier de mes cartons. Je ne punis personne. Je me protège de gens qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas mon intérêt à cœur. Et alors, quoi maintenant, a demandé mon père. Tu vas juste nous couper les vivres complètement? Pour l'instant, oui, ai-je dit fermement. J'ai besoin de temps et d'espace. J'ai organisé la redirection de mon courrier, et je déménage aujourd'hui. S'il vous plaît, ne cherchez pas à me contacter pendant un moment. C'est moi qui reviendrai vers vous, si et quand je serai prête. Tu ne peux pas juste disparaître, a protesté ma mère. Nous sommes ta famille.
La famille ne s'introduit pas chez les siens pour détruire ses biens, leur ai-je rappelé. Je dois y aller, maintenant. En raccrochant, un message de Brooke est arrivé. Je sais que tu es en colère, mais tu es injuste. Je n'ai rien à voir avec ce que maman et papa ont fait. Appelle-moi quand tu arrêteras d'être aussi égoïste. Le manque de lucidité était effarant. J'ai bloqué son numéro sans répondre. L'après-midi même, alors que je m'installais dans mon nouvel appartement, un logement moderne d'une chambre dans un immeuble sécurisé avec portier, j'ai reçu une notification par email de ma banque. Les fonds de la loterie avaient été déposés. C'était officiel. J'étais désormais millionnaire. Je me suis assise sur mon nouveau canapé, entouré de cartons à moitié déballés, et je me suis autorisé un moment pour ressentir pleinement l'importance de ce changement. Malgré tout le drame familial, malgré la trahison et la blessure, c'était une bénédiction incroyable. Mon téléphone a vibré, un texte de Rachel. Bien installé? Comment est le nouvel endroit? C'est parfait, ai-je répondu. Et l'argent vient d'arriver sur mon compte. C'est l'heure du champagne, a-t-elle répliqué aussitôt. Je suis là dans 30 minutes. On va fêter ça correctement cette fois. En attendant Rachel, j'ai réfléchi à la façon dont tout cela se serait passé si ma famille avait été simplement heureuse pour moi. S'ils avaient respecté mon autonomie, et mon droit de prendre mes propres décisions financières. Si leur amour avait été vraiment inconditionnel. Mais leurs actions avaient révélé des vérités importantes. Douloureuses, certes, mais nécessaires à admettre. Et peut-être que cette clarté était, en soi, une autre forme de fortune. Quand Rachel est arrivée avec le champagne et des plats de mon restaurant préféré, nous avons trinqué non seulement à ma chance financière, mais aussi au nouveau départ et à l'amitié véritable. Aux limites, a dit Rachel en levant son verre. Et au fait de voir les gens tels qu'ils sont réellement, ai-je ajouté, en faisant teinter mon verre contre le sien. En mangeant et en discutant de mes projets, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. L'argent allait changer ma vie de bien des façons, mais le changement le plus précieux avait déjà eu lieu, j'avais enfin reconnu ma propre valeur, et j'étais resté ferme pour la protéger. Les semaines suivant mon déménagement furent un mélange étrange d'exaltation et d'ajustement. Sous la direction de Madame Thornton, j'ai méthodiquement traité mes priorités financières. D'abord mes prêts étudiants, près de 68 000 € de dettes qui me suivaient depuis l'obtention de mon diplôme. Valider ce dernier paiement a apporté une libération émotionnelle inattendue. J'ai réellement pleuré, en cliquant sur le bouton payer le solde restant. Ensuite, j'ai établi un solide fonds d'urgence, et mis en place divers comptes d'investissement pour une croissance à long terme. J'ai acheté une maison modeste mais magnifique de 3 chambres, dans un quartier calme avec d'excellents dispositifs de sécurité. Rien d'extravagant ou de tape à accent grave-l'œil, juste une maison solide et confortable dont je suis l'unique propriétaire, sans aucune hypothèque au-dessus de la tête. Vous êtes remarquablement raisonnable, m'a fait remarquer Madame Thornton lors d'un rendez-vous. La plupart des clients dans votre position achètent immédiatement des voitures de luxe, ou partent pour des vacances somptueuses. J'ai attendu trop longtemps la sécurité financière pour la risquer maintenant, ai-je expliqué. Même si j'ai quand même réservé un voyage de 2 semaines en Nouvelle-Zélande pour le mois prochain, ai-je ajouté avec un sourire. Je ne suis pas totalement ennuyeuse. Au travail, j'ai donné ma démission, expliquant à mon superviseur surpris que j'avais reçu un héritage inattendu, un petit mensonge qui semblait plus sûr que d'annoncer un gain à la loterie. J'ai accepté de rester 6 semaines pour former correctement mon remplaçant, et assurer la transition de mes projets. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu mes distances avec ma famille immédiate. Ils continuaient leurs tentatives de contact, tantôt s'excusant, tantôt m'accusant, mais je suis resté ferme sur mes limites. J'ai cependant renoué prudemment avec quelques membres de la famille élargie qui m'avaient contacté avec une inquiétude sincère. Tante Hélène et moi avons commencé à nous voir pour un café toutes les 2 semaines. Lors d'une de ces rencontres, elle m'a donné des nouvelles. Tes parents disent à tout le monde qu'ils te laissent de l'espace, m'a-t-elle dit avec un regard entendu. Mais la vérité, c'est qu'ils sont hors d'eux de ne pas arriver à trouver ta nouvelle adresse. Ont-ils montré de vrais remords, ai-je demandé, même si j'en connaissais la réponse. Elle a secoué la tête. Ils sont convaincus qu'ils étaient dans leur droit en essayant de te ramener à la raison. Ta mère a même dit qu'ils l'avaient fait parce qu'ils t'aimaient trop, pour te laisser commettre une erreur aussi égoïste. J'ai soupiré. Et Brooke? Eh bien, c'est intéressant, a dit tante Hélène en se penchant.
son entreprise a officiellement fait faillite. Apparemment, elle avait contracté des emprunts à taux d'intérêt très élevés qu'elle ne peut pas rembourser. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, et j'ai été surprise de constater que je le pensais vraiment. Malgré tout, je ne souhaitais pas que ma sœur souffre. Ne sois pas trop désolé, a répliqué tante Hélène. Tes parents ont refinancé leur maison pour la renflouer une fois de plus. Ils ont quoi? J'étais sincèrement choqué. Mes parents avaient la soixantaine et prévoyaient de prendre leur retraite dans les prochaines années. C'était toute leur sécurité pour leurs vieux jours. Je sais, a dit tante Hélène d'un ton sombre. J'ai essayé de les en dissuader, mais ils ont insisté en disant que Brooke n'avait pas d'autre option. Elle pourrait trouver un travail comme tout le monde, ai-je souligné. C'est ce que j'ai dit. Mais tu sais comment ils sont avec elle. C'est toujours l'enfant exceptionnel qui mérite un soutien exceptionnel. Cette conversation m'a troublé. Même si je maintenais mes limites, je ne souhaitais pas de difficultés financières à mes parents. J'ai décidé de consulter Madame Thornton sur la possibilité de créer, plus tard, un petit fonds de retraite pour eux. Pas maintenant, mais peut-être dans le futur, quand les émotions se seraient apaisées. En attendant, je découvrais la joie de la liberté financière alliée à un but. Avec l'aide de Madame Thornton, j'ai créé une petite fondation axée sur l'éducation financière pour les jeunes adultes. Je me suis associé à des collèges locaux pour proposer des ateliers sur la gestion de budget, la compréhension du crédit et les bases de l'investissement, toutes ces connaissances que j'avais dû acquérir seul, dans la douleur. J'ai aussi fait des dons anonymes à des causes qui me tenaient à cœur, un refuge pour les victimes de violences domestiques, la bibliothèque publique qui avait été mon sanctuaire pendant ma jeunesse, et un fonds de bourse pour les étudiants de première génération. Ces actes de générosité m'apportaient bien plus de satisfaction que n'importe quel achat de luxe. Je n'étais pas seulement en train de changer ma propre vie, je créais des ondes de choc qui pourraient changer la vie des autres aussi. Rachel est restée mon soutien indéfectible à travers toutes ces transitions. Quand je lui ai confié ma culpabilité de ne pas aider Brooke alors que j'en avais les moyens, elle m'a offert une perspective précieuse. Ta sœur n'a pas besoin d'un sauvetage financier. Elle a besoin d'apprendre ce qu'est une conséquence, a souligné Rachel. Si tu interviens maintenant, tu ne fais que remplacer tes parents dans leur rôle de filet de sécurité. Rien ne changera. Je sais que tu as raison, ai-je soupiré. Mais je ressens toujours cette culpabilité persistante. C'est parce que tu es une bonne personne, a dit Rachel fermement. Mais être une bonne personne ne signifie pas être un paillasson. On peut être généreux sans se laisser exploiter. Environ 3 mois après l'incident du chèque brûlé, j'ai reçu un email inattendu de Brooke. Contrairement à ses messages précédents, celui-ci semblait plus réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je réalise maintenant à quel point j'ai dû paraître arrogante et pleine de droits, concernant ton gain à la loterie. La vérité, c'est que j'étais désespéré. Mon entreprise coulait, et j'étais trop fier pour l'admettre. Cela n'excuse pas mon comportement, ni celui de maman et papa, mais je voulais que tu saches que je comprends mieux maintenant pourquoi tu as réagi ainsi. Ma sœur me manque. J'ai lu cet email plusieurs fois, essayant d'en évaluer la sincérité. Était-ce un véritable moment de croissance pour Brooke, ou une autre tactique de manipulation maintenant que sa situation financière s'était dégradée? Après mûre réflexion, j'ai répondu par un message bref mais pas méchant. Merci pour ton email, Brooke. J'apprécie ta réflexion sur ce qui s'est passé. Je suis encore en train de digérer tout cela, et j'ai besoin de plus de temps avant d'envisager une quelconque réconciliation. J'espère que tu trouves ton chemin. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Je comprends. Pour ce que ça vaut, j'ai enfin pris un emploi normal, assistante de direction au Riverside Café. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai la cire quand tu seras prête. Cette petite preuve que Brooke prenait ses responsabilités financières était le premier signe positif que je voyais. Même si je n'étais pas prête à renouer pleinement, cela me laissait ouverte à la possibilité qu'un changement sincère soit envisageable à terme. Alors que ma nouvelle vie prenait forme, j'ai commencé à ressentir un profond sentiment de paix. Mes journées étaient remplies de travail utile grâce à ma fondation, de loisirs que je n'avais jamais eu le temps de pratiquer auparavant, et de liens sincères avec des amis et des membres de la famille élargie qui respectaient mes limites. La richesse n'avait pas changé qui j'étais profondément. Je continuais à guetter les soldes, et je ressentais toujours une petite pointe de culpabilité en faisant des folies pour des objets chers,
mais elle avait supprimé cette anxiété constante liée à l'argent, qui m'avait accompagné pendant si longtemps. Plus important encore, elle avait catalysé une transformation nécessaire dans la vision que j'avais de moi-même et de mes relations. Un soir, alors que Rachel et moi dînions sur mon nouveau patio, elle a levé son verre pour un toast. Au revers inattendu de la médaille, a-t-elle dit. Sans cette loterie, tu n'aurais peut-être jamais vu ta famille aussi clairement, ou trouvé la force de te faire passer en priorité. J'ai fait teinter mon verre contre le sien, réfléchissant à la justesse de ces mots. Parfois, le plus beau cadeau n'est pas l'argent lui-même, ai-je répondu, mais ce qu'il révèle sur les gens qui vous entourent, et sur vous-même. Un an après la loterie, ce jour qui a tout changé, je me tenais sur le seuil de mon bureau à domicile, contemplant l'espace que j'avais créé pour moi. De grandes fenêtres donnaient sur un jardin qui commençait tout juste à fleurir. Les murs étaient tapissés de bibliothèques contenant des ouvrages que j'avais toujours voulu lire, sans jamais en avoir le temps. Mon bureau, une magnifique antiquité que j'avais soigneusement restaurée moi-même, accueillait un ordinateur portable et une pile de documents liés au dernier programme de ma fondation. Cette pièce, à l'image de ma nouvelle vie, était entièrement de ma propre création. Chaque élément reflétait mes choix, mes valeurs, ma vision, et non ceux imposés par les attentes familiales ou les contraintes financières. C'était la manifestation physique du voyage intérieur que j'avais entrepris. Le chemin vers la guérison n'avait pas été linéaire. Il y avait des jours où je remettais mes décisions en question, où le poids de l'éloignement familial semblait plus lourd que le soulagement des limites posées. Il y avait des nuits où je rêvais de scénarios de réconciliation, me réveillant avec un mélange confus de nostalgie et de détermination. Ma thérapeute, un autre investissement que j'avais fait après avoir gagné à la loterie, m'avait aidé à naviguer dans ces émotions complexes. La guérison n'est pas une ligne droite, me rappelait-elle souvent. Et établir des limites saines avec sa famille ne signifie pas que l'on a cessé de les aimer. Cela signifie que l'on a commencé à s'aimer soi-même. Cette perspective avait été cruciale lorsque j'ai commencé à renouer prudemment avec certains membres de la famille. Tante Hélène était restée une présence constante, me donnant des nouvelles de mes parents et de Brooke sans pression ni jugement. C'est par elle que j'ai appris que mes parents avaient finalement fini de payer leur hypothèque, grâce au fait que mon père avait repoussé sa retraite, pour faire du conseil. Brooke, quant à elle, était restée au café et avait même été promue manager. Selon tante Hélène, elle avait rejoint un groupe de gestion financière, et travaillait lentement à restaurer son crédit. Ces évolutions positives m'ont finalement conduite à accepter une invitation à prendre un café avec Brooke, environ 8 mois après le début de notre éloignement. Nous avons choisi un lieu neutre, un café calme à mi-chemin entre nos maisons. La gêne initiale était palpable, alors que nous nous installions à une table d'angle, chacune pesant ses mots. « Tu as bonne mine », m'avait dit Brooke en m'observant. « Tu es heureuse. »« Je le suis », ai-je confirmé. « Et toi ?» Tante Hélène m'a dit que ça se passait bien au café. Un éclair de l'ancienne Brooke est apparu, une petite grimace à l'évocation de son travail dans la restauration, mais c'est vite passé. Ça a été une expérience enrichissante, a-t-elle admis. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour moi, mais je suis doué pour ça, étonnamment. Nous avons d'abord tourné autour du passé avec précaution, en nous concentrant sur le présent et des sujets neutres, mais nous avons fini par aborder le sujet qui fâche. Je suis désolé, a dit Brooke soudainement, interrompant une conversation banale sur un nouveau restaurant. Pas seulement pour ce qui s'est passé avec maman et papa et le chèque. Pour tout. Pour avoir toujours attendu que tu me sauves, sans jamais me demander de quoi tu pouvais avoir besoin. La sincérité dans sa voix m'a surprise. Merci, ai-je simplement dit, lui laissant l'espace pour continuer. Quand ton argent n'est pas arrivé pour résoudre mes problèmes, j'ai dû affronter des vérités difficiles, a-t-elle poursuivi. Je n'avais jamais eu à assumer de conséquences auparavant. Maman et papa réparaient toujours tout, et je les laissais faire parce que c'était plus facile. C'est un schéma qui a commencé quand nous étions enfants, ai-je reconnu. Ce n'était pas entièrement de ta faute. Mais j'y ai participé, a-t-elle rétorqué. Et j'en ai profité à tes dépens. Je le vois maintenant. Cette première rencontre s'est terminée par une étreinte hésitante, et la promesse de se revoir quelques semaines plus tard. Nous avons eu plusieurs autres rendez-vous depuis, chacun un peu plus confortable que le précédent. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde, trop d'histoires nous séparent pour cela, mais nous trouvons une nouvelle façon d'être sœurs, plus équilibrée. Pour mes parents, c'est plus compliqué. Bien que j'ai échangé quelques brefs emails avec eux, je ne suis pas prête pour un contact physique.
Leurs excuses portent encore des traces de justification, suggérant qu'ils n'ont pas totalement saisi la gravité de leurs actes, ou des schémas qui les ont provoqués. Vous saurez quand, ou si, vous êtes prête, m'a assuré ma thérapeute. Et il est tout à fait acceptable que ce moment n'arrive jamais. Cette permission de donner la priorité à mon propre bien-être, sans culpabilité, a été transformatrice. J'ai passé une si grande partie de ma vie à m'adapter aux besoins et aux attentes des autres, qu'établir des limites fermes ressemblait à l'apprentissage d'une langue étrangère, mais avec de la pratique, cela devient plus naturel. L'argent de la loterie, s'il a apporté une sécurité matérielle, n'a été que le déclencheur de cette croissance personnelle plus profonde. La véritable richesse que j'ai acquise, c'est la connaissance et le respect de moi-même. Cette vision des choses influence aussi ma manière de gérer mon capital. Au lieu de me définir par mon solde bancaire, je le vois comme un outil. Un outil de sécurité, certes, mais aussi un outil pour créer un impact positif. Grâce à ma fondation, j'ai financé des programmes d'éducation financière qui ont touché plus de 500 jeunes adultes cette année. Les retours sont souvent émouvants. Beaucoup racontent qu'ils sont les premiers de leur famille à comprendre les intérêts composés, les bases de l'investissement, ou le coût réel des dettes de carte de crédit. Vous ne leur apprenez pas seulement à gérer l'argent, m'a dit un partenaire de collège, vous brisez des schémas générationnels. Ce commentaire a résonné profondément en moi. Briser des schémas. N'est-ce pas exactement ce que j'avais fait dans ma propre vie? Alors que je quittais mon bureau pour préparer le dîner, mon téléphone a vibré, un texte de Rachel. Réservation confirmée pour la Nouvelle-Zélande 2.0 le mois prochain. Prépare tes chaussures de randonnée. J'ai souri en pensant à notre prochaine aventure, notre deuxième voyage là-bas, cette fois pour explorer l'île du Sud. Rachel a été mon rock tout au long de cette année de transformation, célébrant mes victoires et me redonnant confiance dans les moments de doute. J'ai hâte, ai-je répondu, en pensant à ajouter une escale en Australie cette fois. Sa réponse fut immédiate, oh oui, faisons ça. La liberté de prendre de telles décisions, de voyager, d'explorer, d'élargir mes horizons est une chose que je ne tiens jamais pour acquise. Tout comme l'autonomie de choisir comment j'emploie mon temps. En plus de ma fondation, j'ai commencé à prendre des cours de restauration de meubles, un passe-temps qui m'a toujours attiré mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Ma table de salle à manger est actuellement couverte de pièces d'un vieux meuble de radio que je suis en train de remettre en état. En préparant un dîner simple mais délicieux de saumon et de légumes rôtis, j'ai réfléchi à l'évolution de mon rapport à l'argent. La panique initiale de commettre des erreurs avec ma fortune a laissé place à la confiance en mes décisions réfléchies. La peur que la richesse me change fondamentalement a été remplacée par la compréhension qu'elle a simplement révélée, et amplifiée, celle que j'étais déjà. Plus important encore, j'ai appris que la richesse financière, si elle apporte confort et opportunité, n'est pas la monnaie la plus précieuse dans la vie. La confiance, le respect, les liens authentiques. Voilà les vrais trésors, et ils ne peuvent s'acheter à aucun prix. Après le dîner, je me suis installé sur ma balancelle avec un verre de vin, regardant le soleil peindre le ciel de nuances orangées et rosées. Il y a un an, je n'aurais jamais pu imaginer la vie que je mène aujourd'hui. Pas seulement à cause des changements financiers, mais à cause de la liberté émotionnelle que j'ai conquise. La loterie m'a donné 500 000 €, mais mes propres choix m'ont donné quelque chose de bien plus précieux, une vie en accord avec mes valeurs, des relations basées sur le respect mutuel, et la confiance tranquille qui vient du fait de connaître sa propre valeur. Pour tous ceux qui regardent ceci, et qui pourraient être aux prises avec des limites familiales, ou qui cherchent leur propre voie, j'espère que mon histoire vous encouragera. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître votre valeur, et exiger que les autres la respectent. Le chemin n'est pas facile, mais la paix qui attend de l'autre côté vaut chaque étape difficile. Si mon parcours a résonné en vous, j'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à établir des limites difficiles avec vos proches? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le courage de tenir bon? Partagez votre expérience ci-dessous, et sachez que votre histoire compte aussi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez entendre d'autres histoires de vie réelle comme la mienne, et cliquez sur le bouton j'aime si cela vous a parlé. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, parfois, le plus grand rebondissement de votre histoire, c'est le moment où vous décidez d'en devenir l'auteur.